On vous a dit que la M3 E36 c'est la pire des M3. Aujourd'hui, je vous propose de revisiter ce cliché. Éclipsée par la légendaire M3 E30, la première de la lignée, surpassée par la M3 E46 qui lui a succédé, la M3 E36 a longtemps été mal aimée et monnayée 10 000 €. Pourtant, aujourd'hui, sa cote explose. Bonjour, je suis Alex Wagner, ancien ingénieur motoriste, et dans ce nouvel épisode des BMistes, je vais vous montrer pourquoi aujourd'hui il faut débourser entre 30 et 50 000 € pour un bel exemplaire de M3 E36. Alors prenez un bon café et installez-vous bien, parce qu'on va explorer ensemble tous les petits détails insolites de la M3 E36, on va vivre un essai dynamique et ensuite on va lui attribuer un BM score. Grosse, lourde et bourgeoise. Non, c'est pas ta belle-mère, c'est l'accueil mitigé qu'a initialement reçu la M3 E36 en raison de sa taille et de son poids. Après la M3 E30 taillée pour la course, BMW a visé avec la M3 E36 une plus grande polyvalence, compromis entre GT confortable et sportive efficace. Pari gagné pour BMW puisque la M3 E36 s'est vendue à 71 000 exemplaires, c'est plus du triple de son prédécesseur, la M3 E30. La popularité de la M3 E36 a longtemps bridé sa valeur. Vous savez, c'est comme quand on marche sur une plage. Il y a tellement de jolis coquillages qu'on ne les voit même plus. Mais aujourd'hui, 30 ans après, les M3 préservés et non modifiés deviennent rares. Donc c'est comme de tomber sur ce joli coquillage, mais en centre-ville. Et là, il devient attirant et précieux. Aseptisé. À sa sortie en 90, c'est comme ça que fut jugé le style de la E36. Avec E36, BMW marque une rupture. Elle a gardé le regard familier, les 4 petits ferons, mais elle a mis par-dessus une grosse paire de lunettes rectangulaires, un peu comme un ado rebelle qui voudrait changer de look. Alors à l'époque, c'était déroutant, mais face au BMW actuel au style autrement plus controversé, c'est un peu comme si cet ado avait lancé une mode avant-gardiste, devenue classique avec le temps. Dans la gamme E36, la M3 qui coiffe la gamme se distingue par ses jantes, spécifiques sur le coupé, le cabriolet et la berline. À l'avant, on a un bouclier plus agressif qui intègre des entrées d'air. Sur le côté, on a une jupe latérale spécifique, des baguettes qui intègrent le logo M3 et bien sûr les rétroviseurs profilés qui ont inspiré toute une génération de tuning. À l'arrière, on a un pare-choc qui intègre un diffuseur. La double sortie d'échappement suggère la puissance du moteur et le logo M3 est là pour annoncer le modèle aux conducteurs qui viennent d'être doublés. Nombreuses sont les sportifs qui peuvent poster un 0 à 100 canon ou dépasser les 250 à l'heure, mais la M3 E36 peut le faire avec la famille à bord. Par comparaison, la Porsche 911 de l'époque, la 993, faisait le 1000 mètres départ arrêté en 25 secondes 3. La M3 E36 3 litres 2 lui collait une seconde pleine en 24 secondes 3, d'où son surnom de tueuse de Porsche. Cette performance est d'autant plus marquante sur la version berline 4 portes. Celle-ci est la mienne et j'ai choisi la version berline pour pouvoir emmener ma petite famille, mais pas seulement. Il faut savoir que BMW Motorsport, en super tourisme, a choisi une base de berline 4 portes parce que le montant central apporte de la rigidité supplémentaire et plus une coque est rigide, plus les suspensions peuvent bien travailler. Et la M3 E36 berline est singulière parce que la génération précédente, la M3 E30, n'existait qu'en coupé 2 portes, tout comme la génération suivante, la M3 E46. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce qu'entre l'arrêt de la M5 E34 en 95 et l'arrivée de la M5 E39 en 99, BMW devait combler un vide. La solution? Proposer la M3 en berline. Détail de geek de la E36, c'est la calandre. Elle a des haricots rentrant sur la phase 1 et sortant sur la phase 2, comme pour préfigurer la E46 qui allait suivre. Autre détail de geek, ce sont les clignotants. Orange sur la 3 litres, il passe à blanc sur la 3 litres 2. Et au passage de la 3 litres à la 3 litres 2, on passe d'une boîte 5 à une boîte 6. On a une direction qui est plus directe, on a des freins qui sont majorés et les pneus arrière passent de 225 à 245 de large. Mais attention, on ne peut pas forcément s'y fier parce que de nombreux BMistes à l'époque ont voulu moderniser l'aspect de leur auto en passant de clignotant orange à clignotant blanc. Cela dit, on n'achète pas une M3 pour sa calandre et ses clignotants, mais pour la cathédrale mécanique qui se loge sous le capot. La présentation du moteur est magnifique. Il n'y a pas un cache en plastique, juste une exposition de noblesse mécanique, fièrement signée BMW M-Power,
sur le cache-culbuteur fini en peinture noire vermiculée. 100 chevaux. Ça vous paraît modeste? Sauf que 100 chevaux, ce n'est pas la puissance du moteur, c'est sa puissance spécifique, c'est-à-dire la puissance qu'il développe par litre de cylindrée. Ce 3,2 litres développe 321 chevaux et il accède donc au panthéon des moteurs de plus de 100 chevaux au litre. Par comparaison, un moteur ordinaire va sortir la moitié, c'est-à-dire 50 chevaux au litre. Par exemple, un 2 litres va sortir 100 chevaux. Pourquoi c'est important? Parce que la puissance spécifique d'un moteur va être une mesure de sa noblesse et de sa sportivité, et donc in fine du plaisir qu'on va en dériver. Si on prend une petite tangente technique, il y a 3 grandes façons d'augmenter la puissance d'un moteur. Vous connaissez les 3? La première façon, c'est qu'on peut augmenter la cylindrée. C'est facile, c'est pas cher et c'est la tradition des voitures américaines. Dans les années 90, par exemple, la Dodge Viper sortait 400 chevaux, mais elle avait besoin de 8 litres pour y arriver. À l'usage, ces moteurs-là ont un tempérament paresseux du fait de l'inertie des composants en mouvement. La deuxième façon, c'est qu'on peut le suralimenter en lui adjoignant un turbo. C'est un dispositif qui récupère l'énergie perdue à l'échappement pour faire tourner une turbine qui gave le moteur d'air et permet de développer beaucoup plus de puissance. C'est futé et quand le règlement le permet, c'est ce qui est utilisé en compétition. Par exemple, dans les années 80, les Formule 1 turbo à l'époque développaient 1000 chevaux pour seulement 1,5 litre de cylindrée. Mais le turbo qui est branché sur l'échappement étouffe la musicalité du moteur et en usage routier, ça donne là aussi un tempérament plutôt paresseux. Pourquoi? Parce qu'à chaque réaccélération, le moteur va initialement réagir mollement, le temps que la turbine monte en vitesse. Et la troisième voie, c'est la voie royale, choisie par les ingénieurs de BM Motorsport. Ça consiste à prendre un moteur, à se passer de suralimentation et à augmenter sa puissance spécifique en le faisant respirer bien et pouvoir prendre des régimes de rotation élevés. Alors certes, ça coûte cher, mais à l'usage, ça donne un moteur qui est réactif, qui est disponible, qui hurle de joie dans les hauts régimes, et ça n'a pas de prix. Dans les années 90, les moteurs qui dépassaient les 100 chevaux au litre étaient très rares. Il n'y avait guère que la Ferrari F355 et la BMW M3E36 version 3,2 litres. Si j'en oublie, dites-le moi dans les commentaires, mais en tout cas, Porsche était loin derrière. Alors ce moteur d'anthologie porte le nom de code S50B32. En nomenclature BMW, S désigne la gamme de moteurs sportifs, le 50 c'est le type de moteur, B ça veut dire benzine ou essence en allemand par opposition au diesel, et le 32 c'est la cylindrée, 3,2 litres. Mais concrètement, qu'est-ce qui permet à ce moteur BMW de rivaliser avec celui de la Ferrari F355 ? Je vais vous proposer un voyage dans ce moteur. Ça commence avec l'admission à 6 papillons, un par cylindre, là où les moteurs ordinaires doivent se contenter pour des raisons de coût d'un seul papillon d'admission partagé. Avec des papillons individuels, le moteur répond plus vite et respire mieux. C'est comme s'il avait des gros poumons. Ensuite, notre S50 aspire l'air via des soupapes actionnées par un système novateur de calage variable. Baptisé Vanos chez BMW ou VTEC chez Honda, c'est une révolution dans les années 90 qui permet à un moteur de faire ce qui auparavant était impossible. Traditionnellement, les ingénieurs motoristes faisaient face à un choix un peu binaire. Soit leur moteur c'était Captain Power avec plein de puissance en montant dans les régimes mais au détriment de la souplesse à plus bas régime, ou alors c'était Captain Souplesse, un moteur qui reprend bien en bas des régimes mais qui s'essouffle dans les tours au détriment de la puissance. Et avec Vanos, le moteur détient les deux super pouvoirs. Il hurle dans les régimes et développe beaucoup de puissance, et il reprend fort aussi dans les bas régimes avec beaucoup de souplesse. Alors tout à l'heure, on va voir ce que donne cette magie lors de l'essai dynamique, mais d'abord, continuons notre voyage au cœur du S50. L'air, une fois passé les soupapes, va être comprimé par les pistons, et le S50, il comprime à un taux de 11,3, ce qui est énorme dans les années 90. Un moteur ordinaire, c'était plutôt dans les 9. L'importance, c'est que quand on comprime fort, ça veut dire qu'à l'explosion du mélange, ça détend fort aussi. Et ça veut dire que c'est comme si à vélo, on avait des grosses cuisses musclées. Ça veut dire qu'on peut appuyer fort sur les pédales et ça permet de monter des côtes plus raides et d'avancer plus vite. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi on ne comprime pas plus fort sur tous les moteurs.
ça demande un contrôle moteur plus fin, plus sophistiqué et donc plus coûteux pour éviter que l'explosion se fasse n'importe comment, ce qui pourrait endommager le moteur. Et en plus, ça nécessite de l'essence sans plomb 98 impérativement, parce que l'indice d'octane 98, il mesure la capacité au carburant de résister à un allumage prématuré quand on le comprime fort justement. C'est pourquoi au passage, si on alimente de sans-plomb 98, un moteur qui est fait pour tourner avec du sans-plomb 95, ça n'apporte aucun bénéfice et ça fait juste payer plus cher à la pompe inutilement. À l'intérieur du S50B32, chaque pièce mobile, soupape, piston, bielle, vilebrequin, volant moteur est optimisée pour favoriser et supporter les hauts régimes. Pourquoi? C'est comme un vélo. Si tu as un vélo à une vitesse comme un BMX, pour une force donnée avec laquelle tu appuies sur les pédales, plus tu vas pédaler vite, plus tu vas développer de puissance et avancer vite. Avec un moteur, c'est pareil. Plus il va pouvoir monter dans les régimes, plus il va pouvoir développer de la puissance. Et ce S50, il s'est monté jusqu'à 7600 tours, ce qui est énorme, alors qu'un moteur ordinaire, il va plutôt peiner à dépasser les 6000. Alors vous allez me demander pourquoi on ne fait pas juste tourner plus vite tous les moteurs. D'abord parce que ça coûte plus cher en technologie, en matériaux, en technique et tolérance de fabrication. C'est un peu comme une montre suisse à tourbillon coûte plus cher qu'une montre ordinaire. Ensuite, c'est aussi une question d'exigence d'utilisation et d'entretien. Un moteur ordinaire doit supporter un maladroit qui va tirer dessus à froid, qui va mettre de l'huile pas chère, voire complètement oublier de changer son huile. Alors que celui qui fait ça avec son S50, il va se risquer à une facture qui pourrait tendre vers les 10 000 € parce qu'il aura cassé son moteur. Enfin, c'est aussi une question d'endurance. Un moteur ordinaire, utilisé et entretenu correctement, n'aura typiquement jamais besoin d'être ouvert au cours de sa vie. Alors que le S50, dans son utilisation normale, a besoin d'être ouvert tous les 100 000 km à peu près pour une révision approfondie, justement parce qu'il tourne vite. Alors concrètement, ça donne quoi exactement cette débauche de technologie? Le S50B32 développe 321 chevaux à 7400 tours. Ça veut dire que pour extraire la puissance maximum, il faut monter haut dans les tours. Par contre, le couple maximum de 350 Nm est développé à seulement 3250 tours. Ça veut dire que la poussée maximum du moteur, on l'a dès les régimes plus bas, intermédiaires. C'est un moteur qui est disponible. Une telle plage d'utilisation aussi large, c'est exceptionnel. Et c'est la marque d'un grand moteur. Pas étonnant que Gordon Murray ait fait appel à BMW pour concevoir la supercar des années 90, la McLaren F1, qui vaut aujourd'hui 10 millions d'euros et dont le moteur V12 est essentiellement l'union de deux 6 cylindres en ligne BMW Motorsport. Alors on se rapproche du moment où on va vivre l'essai dynamique pour sentir ce que donne ce S50 à l'usage, mais d'abord on va monter à bord et explorer tous les petits détails insolites de la BMW M3 E36. À bord, plusieurs touches nous rappellent qu'on a le privilège d'être dans la version M3. Les seuils de porte nous accueillent avec le logo M3. Le bloc compteur comporte le logo M, des aiguilles rouges et une jauge de température d'huile vient avantageusement remplacer l'économètre des modèles plus ordinaires. Le volant a des coutures aux couleurs de BMW Motorsport. Le levier de vitesse a le tribande des mêmes couleurs bleu, violet, rouge. Et le ciel de toit est de couleur anthracite plutôt que gris clair. Ça fait plus sport. Les plaquages en vrai bois sont optionnels, mais de série sur la version berline. On reconnaît tout de suite la version 3 litres 2 de la version 3 litres par sa zone rouge qui commence à 7600 tours et par sa boîte 6 vitesses. Alors les matériaux sont pas trop mauvais sur la E36, par contre la qualité d'assemblage a été critiquée. Et en effet, on regarde la boîte à gants, elle commence à pendre, on l'ouvre, c'est pas top, et regardez, on découvre le pire porte-gobelet de l'histoire de l'automobile. Essayez de mettre un café bouillant là-dessus et de rouler, à mon avis, vous risquez de vous ébouillanter. C'est nul. Et tu sais ce qui est nul aussi, c'est que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, alors abonne-toi. Par contre, en termes d'architecture et d'ergonomie, on est sur quelque chose d'exemplaire. Regardez la console centrale, comment elle est orientée vers le conducteur. Et si elle vous rappelle celle d'un 747, c'est normal. On a le même principe ergonomique utilisé en aéronautique. À une fonction correspond un bouton.
Donc chaque fonction est immédiatement accessible. On n'a pas besoin d'aller chercher dans des sous-menus via des écrans tactiles comme sur les voitures modernes. Là, c'est top. Et vous voulez voir l'ancêtre d'un système multimédia embarqué? J'ai nommé le gros ordinateur de bord 18 touches, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. L'ordinateur de base intègre le check control qui affiche les messages d'erreur, il affiche l'heure, il affiche la température d'air extérieur. Le gros ordinateur de bord ajoute des fonctions utiles comme la consommation, l'autonomie restante, mais aussi la distance parcourue, la vitesse moyenne. Et on peut même programmer un gong qui va sonner quand on va dépasser une vitesse qu'on aura préenregistrée. Par exemple, pour nous rappeler à l'ordre qu'il ne faut pas dépasser les 160 km/h. Et vous voyez les touches 1000, 100, 10 et 1, ça c'est pour rentrer une donnée dans l'ordinateur. Par exemple, si on veut régler l'heure à 1432, on va appuyer une fois sur 1000, 4 fois sur 100, 3 fois sur 10 et 2 fois sur 1. C'est un peu bizarre, mais ça fonctionne. Alors ici, le poste radio-cassette d'origine a été avantageusement remplacé par un poste moderne intégrant le Bluetooth et qui s'intègre bien grâce au coloris orange de son afficheur et la forme des boutons qui est cohérent avec le reste. Alors d'origine, en entrée de gamme, on avait un radio-cassette qui s'appelait BMW Business, peut-être parce que quand on fait du business, on ne prend pas le temps d'écouter de la musique. Et en haut de gamme, on avait un système qui s'appelle BMW Professional, peut-être pour les professionnels de la musique, je ne sais pas. L'option enceinte Hi-Fi se reconnaît par les doubles grilles d'enceinte dans les portières. La simplicité est l'ultime sophistication, disait Steve Jobs. Je pense qu'il aurait apprécié les compteurs d'une E36. C'est d'une clarté limpide, il y a tout ce qu'il faut et rien de superflu. Le souci du détail est extrême. Regardez comme en fonctionnement normal, les aiguilles de température d'eau et de température d'huile sont verticales. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de lire les graduations, il suffit de capter dans sa vision périphérique que les aiguilles sont droites et on sait que tout va bien. Et ça ne s'arrête pas là. Regardez comme en fonctionnement normal, la température d'huile tombe sur le chiffre rond 100. Alors bien sûr, ça va varier entre 95 et 105, mais c'est comme si les ingénieurs BMW avaient dimensionné le circuit de refroidissement d'huile exactement pour qu'en fonctionnement normal, ça indique un chiffre rond. C'est beau, non? Mais le petit détail qui me satisfait le plus, c'est le bouton de lève-vitre. Regardez, d'après vous, pourquoi il a cette forme? Il est convexe là où on monte la vitre et concave là où on baisse la vitre. Et c'est pour qu'on puisse le lire avec son doigt, comme du braille, sans retirer ses yeux de la route. Très intelligent, et je me demande pourquoi d'autres constructeurs ne font pas pareil. Les rétroviseurs se règlent électriquement, et regardez comment on faisait dans les années 90 avant d'avoir une caméra de recul. On ajustait le rétroviseur passager pour vérifier que la roue arrière n'allait pas venir frotter contre le trottoir. Le volant est fin, épuré. Il n'y a pas un bouton dessus, c'était comme ça dans les années 90. Il y a juste en dessous la commande du régulateur de vitesse. Il y a juste moi qui deviens dingue quand le tapis de sol se barre et commence à se prendre dans l'accélérateur. Et ici on n'a pas ce problème, il est parfaitement bien fixé. Et pendant qu'on y est, la conception du pédalier est exemplaire. Le repose-pied est parfaitement bien placé et dimensionné, et les positions de frein et d'accélérateur sont très bien jugées pour permettre le talon-pointe. Vous savez, c'est cette manipulation consistant à synchroniser la boîte de vitesse quand on rétrograde tout en freinant. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo sur le sujet. Au passage, on peut relever que l'accélérateur est particulièrement tactile. On ressent vraiment qu'on est en train de commander les 6 papillons d'admission et c'est très différent aux voitures modernes qui ont un accélérateur qui est piloté par électronique, c'est-à-dire qu'on actionne juste un potentiomètre qui envoie un signal électrique. C'est un peu comme quand on est dans son salon et qu'on branche un pédalier sur sa PlayStation, c'est pas du tout la même gratification. Et vous voulez voir un truc rigolo des années 90? Écoutez le son que fait la voiture quand on coupe le contact en laissant les feux allumés. Ça fait ba 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 ba, comme si on était dans un sous-marin qui allait être torpillé. C'était comme ça dans les années 90, mais au moins c'était mieux que dans les années 80 où la voiture nous laissait juste laisser les feux allumés et on retrouvait la voiture avec la batterie déchargée. C'était pas top. À l'arrière, c'est relativement spacieux pour une voiture de sport. On a une banquette, 3 places, qui permet de loger 3 adultes. Alors à partir du moment où ils ne sont pas trop grands. Les ceintures de sécurité ont la particularité d'être accrochées au centre. Donc on la prend au centre et on l'accroche vers l'extérieur.
C'est pratique parce que ça évite de se mélanger les pinceaux avec les boucles de ceinture au milieu ou alors d'aller toucher le cul de sa voisine en essayant de boucler sa ceinture, ce qui peut être un avantage ou pas, je sais pas. Mais l'option qui tue, c'est le store enrouleur qui fait très Mercedes classe S et qui permet de protéger vos enfants de la lumière du soleil. Et si vos enfants sont fumeurs, eh bien regardez, vous avez un cendrier à l'arrière. C'était comme ça dans les années 90. Le coffre est relativement logeable, permet d'emmener les bagages d'une petite famille. À droite, il y a un petit plateau de rangement qui permet de mettre du liquide de refroidissement, de l'huile moteur. L'huile, c'est de la 10W60, particulièrement visqueuse, qui résiste bien au haut régime et qu'on ne trouve pas dans toutes les stations-service. Il y a une vraie roue de secours et pas juste une galette. Et pour terminer, la trousse à outils, ou plutôt le plateau à outils, puisque quand on le déverrouille, il se retrouve à l'horizontale. Les collectionneurs mettent un point d'honneur à bien avoir tous les outils d'origine présents. C'était les petits détails insolites de la M3E36. Maintenant, partons pour l'essai dynamique. Alors nous voilà au volant de ma BMW E36 M3 3 litres 2 berline. Alors sans plus attendre, on va taper dans le S50. Ah non, 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 pas si vite. Le moteur est froid. Et quand un moteur est pointu comme celui-là, c'est nécessaire, essentiel, capital de faire chauffer l'huile. Pourquoi? Si on ne la fait pas chauffer, on va causer une usure prématurée des coussinets et de la segmentation. Vous allez peut-être entendre parfois des petits couinements, des petits rossignols. Ouais, c'est parce que c'est un peu le point faible de la génération E36, c'est qu'on n'est pas sur une qualité de construction parfaite. Au niveau de la position de conduite, on est très bien installé, en particulier parce que le siège baisse beaucoup. J'ai presque l'impression d'être un pilote de super tourisme tellement je suis assis au sol. Alors moi je mesure 1m83 et en plus j'ai un torse très long. J'ai genre 8 cm qui restent au-dessus de ma tête. On est sur une voiture d'un petit format, un format compact, donc c'est agréable. On peut bien la placer. Aujourd'hui on appellerait ça une série 1 en fait. On est avant tout frappé par l'homogénéité des commandes, c'est-à-dire que ce soit les 3 pédales, le levier de vitesse ou le volant, on a des commandes qui se répondent bien. Il n'y en a pas une qui est lourde ou dure et les autres légères. Non, tout est cohérent, tout est bien pensé. Ça sent l'ingénierie allemande rigoureuse. Le plus beau compliment que je peux faire aux commandes, c'est qu'elles se font oublier. Maintenant, d'un autre côté, on n'est pas sur le niveau de perfection qui peut être atteint sur une Porsche 996, 997, mais c'est déjà très bien que les commandes se fassent oublier. Il y a une absence d'aide à la conduite. Alors évidemment, il y a un ABS, mais il n'y a pas de contrôle de trajectoire, il n'y a pas d'anti-patinage. Ça veut dire qu'on a une expérience de conduite qui est authentique, qui est très honnête. Il n'y a rien qui interfère dedans. On est livré à soi-même pour faire la conduite. Ça veut dire qu'on est engagé dans le processus de conduite. Alors, bien évidemment, ça veut dire que dans des mauvaises conditions, il faut faire attention. Il faut être constamment dans le processus de conduite. L'absence d'aide à la conduite, elle est complétée par l'absence d'équipement. C'est-à-dire, s'il pleut, c'est à toi de mettre les essuie-glaces. S'il commence à faire sombre, c'est à toi de mettre les phares. Ou, c'est difficile, non? Je veux dire, aujourd'hui, les voitures, elles essayent de tout faire pour nous. On ne vend plus que les équipements d'une voiture alors que les fondamentaux n'y sont plus. Dans la E36, c'est l'inverse. On vendait les fondamentaux de la voiture, c'est-à-dire son moteur, son châssis, son habitabilité, sa conception. Et les équipements, finalement, ils étaient oubliés. Il y a juste ce qu'il faut pour conduire et rien de plus. Alors ce S50, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde parce qu'il est très souple. Là, je suis en bas régime, je reprends tout de suite. Waouh, on est tout de suite sur les régimes intermédiaires. Ça veut dire qu'on a une plage d'utilisation qui est complètement phénoménale sur ce moteur. Alors, l'huile moteur est chaude. Ça indique 100 degrés. C'est la valeur nominale de fonctionnement. La route est séchante. J'arrive sur un tronçon bien dégagé. Il n'y a personne, il n'y a pas de voiture. On va pouvoir y aller. Écoutez. Oh putain. Waouh. Ah ouais, c'est vraiment bien assez rapide, 321 chevaux. Et qu'est-ce que ça chante. Écoutez. Ah, j'adore. Ça me fait des frissons dans le cou.
Écoutez ce son. Et sur les rétrogradages, écoutez. Allez, et on passe la seconde. Alors là, je vous la cravache un peu parce que c'est ma voiture. Ce serait une voiture qu'on prêterait. J'irai un peu plus respectueusement, on va dire. Ah là 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 là, ça reprend, ça reprend. Il y a du couple partout. Incroyable ce moulin. Alors, évidemment, avec 321 chevaux, c'est pas un dragster. Il y a beaucoup plus rapide de nos jours. Le problème, ce sont des pousses au crime. Alors qu'avec cette voiture-là, on peut commencer à la cravacher et on va pas si vite que ça. De nos jours, ce qu'il faut, c'est une voiture qui est légère, qui est agile et qui a assez de puissance pour faire danser son châssis. Et ça, c'est exactement ce qu'on a avec la E36. J'ai une surprise pour vous en fin de vidéo, mais d'abord, voyons comment la M3 E36 s'en sort au niveau du BM Score. En matière de style, la M3 E36 est harmonieuse, équilibrée, juste agressive ce qu'il faut, 3 sur 5. En matière de performance, elle a de quoi s'enivrer, sans en faire trop, 4 sur 5. Le comportement est remarquable pour une auto basée sur la grande série, mais n'atteint pas celui d'une pure sportive dédiée, 3 sur 5. Le charisme mécanique atteint des sommets. On est sur une mécanique noble, un atmosphérique de 100 chevaux au litre, 5 sur 5. Niveau pratique, c'est le couteau suisse des sportives et la conso de seulement 10 ou 11 litres sur route ouverte est sobre. Seul bémol, pour l'endurance du moteur S50, vaut mieux éviter de multiplier les démarrages à froid et les embouteillages, donc 4 sur 5. Rapport qualité-prix, elle n'est plus donnée, mais un exemplaire préservé et en configuration d'origine peut présenter encore une belle opportunité d'investissement. 3 sur 5. Ce qui fait un BM Score total de 22 sur 30, soit 73%. Alors la M3 E36 est-elle vraiment la pire des M3 ? Certains lui trouveront moins de charme que la M3 E30, d'autres lui préféreront l'efficacité pure de la M3 E46. Pourtant, la M3 E36 semble occuper aujourd'hui une place de choix. Suffisamment old school pour proposer une expérience de conduite vraiment brute et authentique, et suffisamment moderne et polyvalente pour être exploitable et performante dans diverses situations. Et toi, comment est-ce que tu perçois aujourd'hui la M3 E36 ? Partage dans les commentaires. Moi, je les aime toutes, mais celle qui m'a fait craquer et celle que j'ai achetée, c'est celle-ci, la M3 E36. Et vu sa cote qui explose, j'ai l'impression que je ne suis pas le seul à être séduit. Sachez que cet exemplaire, qui est la mienne, malgré les apparences, n'est vraiment pas comme les autres. Dans la prochaine vidéo, je vous révèle le secret de cette M3 E36 et pourquoi je risque de regretter de l'avoir acheté.